Dans la vidéo précédente, on a vu que c'était le mouvement des particules qui distinguait les différentes phases de la matière. Le problème avec ça, c'est que moi, je vous ai affirmé ça comme ça, puis vous deviez comme me croire sur parole. En science, c'est pas une attitude qu'on aime privilégier. Le problème aussi, c'est que on ne peut pas les voir, les particules, donc je pouvais pas non plus vous les montrer. Il s'agit en fait d'un modèle. Puis ça va arriver souvent cette année où on va aborder des sujets, puis tout ce qu'on a pour comme en guise d'explication, c'est que c'est un modèle. Ce qui peut faire dire des fois à certains élèves que ce qu'on vous apprend, c'est pas vrai. Ben, il n'y a pas non plus de concept de vrai et de faux. Là. Ici, faut oublier ça. Il faut se rappeler que, dans le fond, tout ceci nous permet d'expliquer certains phénomènes. Puis plus vous allez avancer en sciences, plus vos modèles vont se raffiner et plus vos modèles vont être capables de répondre à des questions plus complexes. Donc, comme je vous dis, c'est un modèle. Donc, il faut s'entendre sur certains points. Les points sur lesquels il faut s'entendre, ici, concernant les gaz, c'est les points qu'on appelle la théorie cinétique des gaz. Donc, il y a 4 points importants que vous avez dans votre livre Option Sciences à la section 1.2. Moi, je suis à la page 52. Donc, premier point de la théorie cinétique des gaz. On vous dit que les particules sont très espacées les unes des autres. Et les particules sont constituées de particules extrêmement petites. Je vais vous montrer une petite animation là, pour que vous puissiez bien voir. Alors, on voit ici là, les particules qui sont représentées là, par des petites boules. On va mettre notre animation en mouvement. Donc, on voit ici que les particules se déplacent, sont très 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 petites par rapport au contenant. Bon, là ici, c'est sûr que c'est une simulation. Là. En réalité, il y a l'espace d'environ 1000 particules entre deux atomes de gaz à une pression de 101,3 kPa, donc pression atmosphérique normale. Ce qui fait que, dans le fond, un gaz est essentiellement constitué de vide, comme on peut voir. Puis peu importe la grosseur des particules, finalement, ça ne changera pas grand-chose à leur façon d'interagir. On peut aussi déduire que par rapport à un solide et à un liquide, la masse volumique d'un gaz va être relativement faible. Autre chose aussi qu'on peut déduire, c'est que comme il y a beaucoup d'espace entre les particules, le gaz est essentiellement constitué de vide. Donc, comme le gaz est presque juste constitué de vide, on peut déduire que la plupart des gaz sont invisibles. On ne peut pas, généralement, on ne peut pas les voir. Puis finalement, contrairement à un solide, vous vous rappelez de l'image du solide qu'on avait à la dernière vidéo, on voit ici que dans un solide, les particules sont vraiment très collées les unes sur les autres. Si on appliquait une force de chaque côté, on ne peut pas rapprocher plus les atomes. Comme ici, c'est presque juste du vide, les atomes de gaz peuvent être compressés, contrairement au liquide et au solide. D'ailleurs, c'est dommage, là, le petit bonhomme là, que j'ai là, ici, là, j'aurais pu le déplacer pour vous montrer que le gaz était compressible. Si jamais vous voulez taponner là, sur ce genre de module-là, c'est vraiment plaisant. Vous allez sur le site PHET. Il y a plusieurs animations flash. Là, on peut jouer avec les différents paramètres. Vous pouvez comme rajouter des particules, jouer avec la température, avec le nombre d'atomes. Vous pouvez augmenter la chaleur. Donc bref, il y a plein de choses à faire avec cette animation-là. Alors, deuxième point important de la théorie cinétique des gaz. Je remets mon animation. On dit dans votre livre, les particules de gaz sont continuellement en mouvement. Elles se déplacent en ligne droite de manière aléatoire dans toutes les directions. Donc, si on observe ici, on prend une particule qui est un peu plus lente, là, par exemple celle-là, on voit clairement qu'elle se déplace en ligne droite. Elle n'a pas vraiment de direction en particulier. Là, elle change même plusieurs fois de direction. Elle voyage en ligne droite tant qu'elle ne rencontre pas d'obstacle finalement. Alors ce mouvement-là ici que les particules possèdent, un mouvement aléatoire dans toutes les directions, fait que le gaz occupe vraiment tout le volume disponible. Si on ouvrait la petite porte ici, le gaz s'échapperait. C'est ce qui explique le phénomène de diffusion et diffusion. Bon, dans votre livre, on prend la peine de faire la distinction entre diffusion et fusion. Vous allez voir que c'est essentiellement la même chose. Donc la diffusion, c'est lorsque le gaz se répand dans toute une pièce. Donc par exemple, on ouvre la porte, puis le gaz s'échappe. L'effusion, c'est lorsque le gaz doit
passer par les parois d'une substance poreuse. Donc, lorsque par exemple, mettons que vous avez dans votre cahier, vous avez un exemple, là, un ballon gonflé d'hélium, vous avez sûrement déjà eu ça, là. Ben, le ballon finit toujours par se dégonfler. Même si notre nœud est bien fait, là, ben, les atomes d'hélium finissent par réussir à passer entre dans le fond, dans les petits trous du latex qui compose le ballon, parce que le latex est un matériau qui a des petits trous, dans le fond, c'est poreux. Donc, ce qui influence les phénomènes d'effusion, en fait, c'est la même chose que ce qui influence les phénomènes de diffusion. On va voir ça un petit peu au courant des prochains chapitres, là. Bref, plus un gaz diffuse rapidement, plus il va effuser rapidement aussi. Donc, c'est les mêmes caractéristiques pour l'un et pour l'autre, c'est juste pas exactement la même définition. Si on poursuit avec ce qui amène le mouvement rectiligne des gaz, ben, en fait, on voit que les gaz font des mouvements de translation et on se rappelle que la translation, c'est beaucoup plus difficile à faire que la rotation ou que la vibration. Ça prend pas beaucoup d'énergie pour vibrer. D'ailleurs, toutes les particules vibrent. Dès qu'il y a un petit peu d'énergie, dès qu'on est au-dessus de moins 273 degrés Celsius, les particules vont être capables de faire de la vibration. Pour faire de la translation, ben, ça prend des gaz, puis ce sont les gaz qui ont le plus d'énergie cinétique. Si, bien sûr, là, je compare au solide et au liquide. Dernier truc aussi, on voit ici qu'il y a... Bon, là mon dessin, pas mon dessin, mais mon animation pourrait peut-être être trompeur. Ouais, c'est ça. Si je repars l'animation ici, on voit que les particules ne sont pas plus attirées vers le bas du contenant que vers le haut. Comme on a dit tantôt, les particules occupent vraiment tout le contenant. Ce qui fait que, à petite échelle, on peut avoir l'impression que les particules de gaz ne sont pas influencées par la gravité. Bon, c'est pas tout à fait le cas. Les particules de gaz ont une masse, donc automatiquement elles sont influencées par la gravité. Bon, c'est une petite masse, ce qui fait que c'est difficile à observer dans un petit contenant. Par contre, lorsqu'on regarde ici là, la Terre vue de l'espace, on voit ici la couche de gaz qu'on appelait l'atmosphère. Donc, on voit clairement qu'ici, il semble avoir beaucoup moins de gaz que là. C'est effectivement le cas. Plus on monte en altitude, plus la pression elle est faible. Alors qu'ici, la pression elle est grande. Tout simplement parce qu'ici, il y a beaucoup de gaz. Donc, beaucoup de collisions. On va voir dans une prochaine vidéo qu'est-ce que c'est que la pression exactement. Et plus on monte en altitude, moins il y a de gaz. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les gaz sont aussi attirés par gravité vers la Terre. Ce qui fait que, en altitude ici, on a moins de particules. Les particules sont beaucoup plus espacées. Il y en a moins. Le volume aussi à couvrir est beaucoup plus grand. Donc, on a une plus faible pression. Donc, les gaz sont aussi affectés par la gravité, mais dans un contenant, dans un petit contenant, ça ne paraît pas. Alors, pour vous expliquer le troisième point de la théorie cinétique des gaz, en fait, il va falloir être un peu à l'aise avec les transferts d'énergie. Ce qu'on a un petit peu moins abordé en secondaire 4, là, on aurait dû, mais on manquait de temps. Donc, vous avez peut-être déjà fait cette expérience-là. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, j'aimais bien gros ça, cogner là, sur des cailloux avec un marteau. Chacun ses passe-temps. Puis, en fait, vous avez peut-être remarqué que lorsque on tape avec un marteau, par exemple, sur un clou, la tête du clou devient vraiment chaude. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, sinon vous l'essayerez, vous allez voir, en tapant sur un clou avec un marteau, le clou devient chaud. Pourquoi? C'est qu'il y a transfert d'énergie. On a vu l'an passé la loi de conservation de l'énergie qui disait que l'énergie ne pouvait pas être créée ni détruite, elle pouvait seulement être transformée ou transférée. Donc par exemple, ici, on a un petit monsieur, bon, j'imagine que c'est un monsieur parce qu'il y a du poil. Donc le monsieur ici tape sur le clou avec son marteau, donc son marteau ici fait un mouvement, donc il y a de l'énergie cinétique, énergie du mouvement. Cette énergie cinétique-là ne peut pas être détruite. Elle va donc être transformée ou transférée. Le marteau stoppe, donc n'a plus d'énergie cinétique, au moment où il rencontre le clou. Donc ici, il va y avoir un transfert d'énergie du marteau au clou, ce qui va permettre au clou de s'enfoncer dans le bois et de déformer le bois ici. Par contre, à chaque fois qu'il y a transfert d'énergie, on sait que les transferts ne se font pas sans perte d'énergie. Il y a toujours des pertes d'énergie sous forme de chaleur. Chaque fois qu'on a transfert, c'est ce qui fait que le clou devient chaud. Le problème avec ça, c'est que s'il fallait ici qu'il y ait perte d'énergie à chaque fois qu'il y a collision,
ben, l'énergie finirait par évacuer le système, ce qui fait qu'il y aurait toujours de moins en moins d'énergie dans notre contenant, ce qui fait que les particules de gaz iraient toujours de moins en moins vite. On voit ici que c'est pas trop le cas. Comme les particules de gaz iraient toujours de moins en moins vite, ils finiraient par se stopper, ils n'auraient plus leur mouvement de translation, ce qui transformerait le gaz ici en liquide. Or, si les collisions entre les particules faisaient qu'on avait perte d'énergie, ben les gaz ne pourraient tout simplement pas exister. Ce qui fait qu'il faut admettre, il faut avoir dans nos points importants de la théorie cinétique des gaz, que les particules de gaz font des collisions qu'on appelle élastiques. Bon, c'est-à-dire des collisions finalement sans perte d'énergie. Donc l'énergie se transfère parfaitement d'une particule à l'autre. Ce qui fait que, par exemple, lorsqu'on regarde notre animation, je vais repartir du début, on voit qu'une particule qui se déplace lentement ici, lorsqu'elle va être frappée par une particule qui va être très rapide, ben, on va lui transférer son énergie, ce qui fait que la particule va devenir plus rapide. Voyez-vous, la particule est devenue rapide après qu'il y ait eu collision. Donc, toute l'énergie, finalement, c'est transférée d'une particule à l'autre sans aucune perte d'énergie. Ce qui fait qu'au total, l'énergie cinétique moyenne d'un gaz ne va pas changer. Donc, ici, il y a des particules qui sont plus rapides, des particules qui sont plus lentes. Mais en gros, lorsqu'une particule rapide devient lente, ben c'est qu'une autre lente devient rapide. Donc, au total, l'énergie cinétique moyenne de l'ensemble du gaz ici ne va pas changer. Dernier point de la théorie cinétique. Là, on parle d'énergie cinétique depuis tantôt. Il faut comprendre que l'énergie cinétique, elle dépend de la température. C'est-à-dire, là, deux gaz qui ont la même température ont automatiquement la même énergie cinétique. Énergie cinétique moyenne, bien sûr, puisque toutes les particules de gaz ne vont pas à la même vitesse. Donc, en gros, si deux gaz ont la même température, c'est sûr qu'ils ont la même énergie cinétique. D'ailleurs, ça va être le sujet du prochain vidéo. Alors, deuxième point là, que j'ai inscrit ici, là, comme je viens de le dire, toutes les particules d'un échantillon de gaz n'ont pas la même énergie cinétique. Donc, on a une moyenne. On va voir un graphique par rapport à ça là, que vous avez dans votre tableau. Pas votre tableau, mais c'est-à-dire votre cahier. Donc ici, on observe qu'on a un graphique là, du nombre de particules en fonction de la vitesse. Donc ici, par exemple, on voit qu'il y a des particules qui ont une vitesse de 0, il n'y en a pas. Puis, ben, plus la vitesse augmente, plus il y a de particules qui ont cette vitesse-là. Donc, par exemple, ici, il y a un très grand nombre de particules qui ont une vitesse autour de 5 fois 10 à la 2 mètres par seconde. Donc, c'est la majorité des particules qui vont à cette vitesse-là. Il y en a quelques-unes qui sont plus lentes, il y en a quelques-unes qui sont plus rapides, mais essentiellement, la moyenne est ici. Il va falloir bien comprendre ce graphique-là, puisqu'il va revenir un peu plus tard dans l'année. Donc, vous voyez qu'ici, pour une température donnée, on a une certaine vitesse. Qu'est-ce qui arrive si on augmente la température? Alors, en augmentant la température, ce qui se passe, c'est que la vitesse moyenne, voyez-vous, elle était ici, la vitesse moyenne va augmenter. Donc, la moyenne est rendue là. Donc, il y a encore des particules qui sont lentes, il y a encore des particules qui sont rapides, mais la courbe s'est déplacée vers la droite, ce qui fait que la vitesse moyenne est plus grande. Pourquoi la courbe est plus basse que la première? Tout simplement parce que ici, dans le fond, l'air sous la courbe, on verra ça là, en physique au printemps, l'air sous la courbe nous indique le nombre de particules totales. Comme ici, ben, on a juste changé la température, on n'a pas changé le nombre de particules, puis que la courbe ici, elle est plus large, ben, il faut donc qu'elle soit moins haute. Donc, je vous en reparlerai en classe de ce petit détail-là. Donc, en augmentant la température, on voit que les particules se déplacent plus rapidement. Alors, c'est la fin de cette vidéo-là. Prochaine vidéo, on parle de la loi de Gramme.